Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui va traiter encore une fois du système respiratoire. Donc dans les deux premières capsules, on avait étudié un peu les généralités du système respiratoire et on avait commencé à regarder ensemble le rôle et la position des différentes structures anatomiques du système respiratoire. Donc, on avait commencé par les fosses nasales, on avait poursuivi vers le pharynx, le larynx également. On avait terminé la capsule avec le larynx. Donc, immédiatement après le larynx, la première structure qu'on va étudier, c'est la trachée. Donc, en quittant le larynx, l'air va s'engager dans la trachée qui est dessinée ici en mauve. Donc, ici, si on regarde une photo prise sur un être humain, on voit vraiment les deux poumons. Il y a les vaisseaux sanguins, on reconnaît le cœur, donc vaisseaux sanguins qui ont été sectionnés pour bien voir, dégager les voies respiratoires. Donc on reconnaît la trachée en mauve ici qui va finir par se subdiviser en deux bronches. Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est cet organe-là. Un organe assez particulier, tout simplement parce que cette trachée, qui est une espèce de conduit avec un gros diamètre, la particularité d'avoir des anneaux en forme de C qui sont faits de cartilage. Donc, on va voir un petit peu le rôle de ces anneaux-là à la prochaine diapositive. Mais avant tout, je veux que vous ayez une idée de la composition générale de cet organe-là. Donc, comme tout organe, on a toujours 3 ou 4 couches de tissu qui va former la paroi de l'organe. Donc, la couche interne au niveau de la trachée, c'est une muqueuse. On a déjà étudié comment la muqueuse respiratoire elle est constituée. Donc, au niveau de la trachée, c'est toujours une couche de cellules épithéliales. Donc, dans ce cas-ci, il y a présence de cils pour protéger les voies respiratoires, protéger la trachée, donc pour aider à chasser microbes, poussières, etc. Et il y a aussi autour, parmi les cellules épithéliales, dans l'épithélium, on a quelques cellules spécialisées un peu en forme de calice, qu'on appelle des cellules caliciformes, qui produisent le mucus. Donc évidemment, on a déjà vu c'était quoi du mucus, cette substance visqueuse pour emprisonner, encore une fois, poussière au corps étranger. Donc ça, c'est la couche interne. Et si on vient ici au niveau du blanc, ça serait comme la lumière, l'intérieur de la trachée. Donc la première chose, par exemple, l'air va circuler ici. Et ici, on est vraiment sur la paroi. Donc l'air va venir prendre contact avec la muqueuse tout simplement pour qu'on puisse visualiser. Si je vais plus vers les couches externes, donc juste au-dessus de la muqueuse, on a une sous-muqueuse qui est essentiellement un tissu conjonctif. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui vont alimenter donc la sous-muqueuse et aussi une partie de la muqueuse qui amène donc les nutriments nécessaires à la survie des cellules qui constituent ces différentes couches. Il y a aussi, ça c'est important, de savoir, de reconnaître en fait la présence d'un tissu lymphatique. C'est dans la sous-muqueuse qu'on trouve ce tissu-là, donc c'est des cellules spécialisées qui vont permettre de protéger finalement les tissus contre la présence microbienne. Donc très riche en tissu lymphatique. On retrouve aussi des glandes qui vont produire aussi du mucus pour ajouter déjà à la fonction des cellules caliciformes. On a le cartilage trachéal, donc c'est des anneaux de cartilage très particuliers. Donc, c'est pas dans tous les organes qu'on retrouve ça. C'est assez unique aux voies respiratoires, en tout cas certains organes, je dirais, du système respiratoire, parce qu'il y a des organes qui n'ont pas la chance d'avoir ces anneaux-là. On va en parler tantôt. Et la couche externe, la couche qui a essentiellement une fonction de protection, l'adventice, c'est en fait, normalement, chez la plupart des organes, on va parler d'une séreuse. On a déjà vu la composition d'une séreuse, feuillet pariétal, viscérale avec le liquide et tout ça. Quand vous voyez le terme adventice, généralement, c'est une séreuse incomplète. On n'a pas le feuillet pariétal et viscéral. Il y a juste un des deux feuillets qui est là. Il n'y a pas de liquide non plus entre les deux feuillets. Donc, c'est pas vraiment une vraie séreuse, mais la fonction de l'adventice est similaire à la séreuse. C'est une fonction, c'est un tissu externe qui protège l'organe. C'est juste qu'elle est comme incomplète, on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà pour l'organisation de la trachée en fait. Si on regarde un peu plus en détail, premièrement, d'un point de vue anatomique, je veux attirer votre attention sur le fait que, par exemple, ici, on est au niveau de la gorge, il y a deux conduits. Un conduit associé au système digestif et un aux voies respiratoires. Donc, en arrière, ici, en position arrière, postérieure, j'ai l'œsophage pour déplacer les aliments vers l'estomac. En position antérieure, en avant, on a la trachée. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Et
on reconnaît, ce que je pointe présentement, c'est les fameux anneaux de cartilage. Et si vous touchez votre gorge, vous allez sentir ces anneaux-là. Donc, c'est la preuve que quand vous touchez votre gorge, c'est bien la trachée qui est en position avant, comme ça. Donc, l'air va circuler comme ça au travers de la trachée et éventuellement, on va diviser la trachée en deux conduits un petit peu plus petits. Donc, le calibre des deux conduits ici est un peu plus petit que la trachée, qu'on appelle des bronches principales. Donc, j'en ai une à la gauche pour le poumon gauche et une à la droite. Donc, ici, les bronches, on va acheminer l'air vers les poumons. Donc, quand on parle de bronchite, c'est une inflammation au niveau de ces deux conduits-là, un ou l'autre, ou les deux parfois. On remarque que dans les bronches principales, ainsi que la trachée, il y a ces fameux anneaux de cartilage. Donc, si on regarde une image microscopique, une photo de microscopie, on reconnaît vraiment ces anneaux de cartilage. Donc, j'ai l'œsophage ici en position postérieure. J'ai la trachée ici. Donc, au centre, c'est par ici que l'air va circuler pour qu'on puisse se situer. Mais l'anneau de cartilage, c'est ce que je colore présentement en rouge. Donc, elle est sur le devant comme ça. C'est un peu une forme de fer à cheval ou d'un C comme ça inversé. Donc, les anneaux de cartilage ne font pas le tour complet de la trachée. C'est juste comme sur le devant et on vient se positionner sur les côtés comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces anneaux-là, ça maintient la trachée en position ouverte. C'est impossible de faire une constriction de la trachée. On ne veut pas que la trachée s'écrase sur elle-même. Donc, évidemment, si la paroi ici postérieure venait toucher la paroi intérieure, puis on s'écrasait, l'air ne pourrait plus circuler, puis ça serait extrêmement dangereux. Donc, c'est ça la fonction des anneaux de cartilage, c'est de maintenir la trachée en position ouverte. Maintenant, on a aussi des anneaux comme ça de cartilage sur les bronches principales. Alors, c'est la même fonction, évidemment. J'attire votre attention en fait sur une petite structure ici qu'on appelle la carina. Fonction très particulière. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la jonction des deux bronches principales, au centre, ici à peu près, j'ai la carina. Et la carina, c'est un endroit extrêmement sensible. Il y a beaucoup de récepteurs sensitifs, de mécanorécepteurs et d'autres types de récepteurs sensitifs. Il y a même des chimiorécepteurs. Et ce que ça fait, si, par exemple, il y a un allergène, une molécule chimique, un irritant, peu importe, qui s'engage dans la trachée et arrive comme ça à stimuler les récepteurs, automatiquement, on déclenche un réflexe, le réflexe de la toux, et on va recracher vers l'extérieur de l'air, bien sûr, mais c'est un réflexe qui va nous permettre de chasser ces irritants-là. Donc, c'est une région extrêmement sensible qui se déclenche assez facilement. Donc, une des causes qui peut déclencher le réflexe de la toux, il ne faut pas oublier qu'effectivement, la toux, c'est un réflexe de protection, en fait. Aussi désagréable que ça peut être parfois, c'est vraiment pour chasser, évidemment, les éléments irritants ou potentiellement dangereux des voies respiratoires. L'image ici illustre ce qu'on appelle l'arbre bronchique. Okay? Donc, l'arbre bronchique, en fait, c'est juste pour faire comprendre que les bronches principales, donc que ce soit la gauche ou la droite, vont subdiviser en d'autres bronches. On verra leur terme plus tard, mais peu importe leur nom spécifique, en gros, c'est toujours le même conduit qui va se subdiviser en différentes branches et qui vont se ramifier. Hein. Ramifier, ça veut simplement dire qu'on fait plusieurs petites branches comme ça. Et vont aussi, si vous remarquez bien, diminuer en termes de calibre. Hein. On parle d'une grande trachée avec un très grand diamètre, mais plus qu'on progresse vers les poumons, plus que ce diamètre devient de plus en plus petit pour atteindre à peu près 1 mm quand on arrive au niveau des petites bronchioles. Et par la suite, même, on peut aller au niveau de microscopie. Hein, donc, ça peut être très, très petit. Donc, on devine vraiment le poumon qui est ici. Et ce que je veux que vous imaginiez, c'est qu'au bout de ces branches-là, il y a des espèces de petites grappes de raisin. Ça ressemble à une grappe de raisin qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Donc, c'est là qu'on va faire les échanges gazeux. Fait que la théorie, c'est très simple. L'air s'engage dans la trachée, les différentes branches, et cet air, exemple pendant l'inspiration, qui est chargé en oxygène, va suivre chacune de ces petites branches pour aller alimenter les alvéoles où on pourra faire les échanges gazeux avec le sang. Donc, déverser l'oxygène vers le sang et récupérer le CO2 qui fera le chemin inverse pour être expulsé. Donc, l'arbre bronchique, c'est simplement une désignation de tout cet ensemble de petits conduits, de bronches finalement, dont la fonction principale, c'est d'acheminer l'air.
une vraie radiographie. Donc, on voit ici, le poumon droit, ça va, mais c'est surtout le poumon gauche. Je trouvais que c'était très évident. Donc, sur cette radio-là, on reconnaît la trachée, la carina au coin ici, au centre, pardon, ici, la bronche gauche, la bronche principale gauche, et on devine une partie de l'arbre bronchique comme ça qui va alimenter l'intérieur du poumon. Donc, ça, c'est quelque chose qui est parfois surprenant pour vous, mais il faut visualiser que la bronche ici va entrer à l'intérieur du poumon et évidemment, là, on va pouvoir comment je dirais, se subdiviser en différentes bronches pour aller alimenter les différentes alvéoles. Maintenant, si je prends cet arbre bronchique, mais un peu plus en détail, donc, il faut être à l'aise avec les différents termes anatomiques dans l'ordre. Hein? Donc, ici, ça veut dire qu'on a la trachée. Il y a deux branches. Chez l'être humain, il y a deux branches principales, une gauche et une droite, donc qui vont alimenter le poumon gauche et droit. Si je pars du côté gauche, la même chose pour le côté droit, mais je vais le faire une fois avec le côté gauche. Donc, cette bronche principale va se subdiviser en 3-4 bronches lobaires. Okay? Donc, ça, c'est des bronches qui sont un peu plus petites, qui font comme 3-4 branches principales. Maintenant, ces bronches lobaires vont se subdiviser en plus petites branches. On va parler de branches segmentaires. Donc, on voit très bien ici cette branche lobaire qui se subdivise en 4 branches segmentaires. On peut imaginer la même chose pour la deuxième branche lobaire ici qui pourrait faire 3-4 branches segmentaires. Même chose pour celle-là. Okay? Donc, on continue avec les branches segmentaires qui sont encore un petit peu plus petites. Et éventuellement, on pense, en fait, chaque branche segmentaire va se terminer sur une petite branche, tout simplement. Donc, on est à ce niveau-ci. Et cette petite branche va se ramifier à une bronchiole. Donc là, ici, on est vraiment là, c'est pas retenir le chiffre, là, mais c'est pour le fun. Bronchiole, c'est à peu près 1 mm. Donc, vous regardez sur une règle, là, 1 mm, c'est très petit. Là, donc, c'est un petit diamètre. Il y en a des plus grosses, des plus petites, mais en moyenne. Maintenant, cette bronchiole, qui est un petit conduit, va encore se ramifier en bronchiole terminale. Donc, c'est vraiment la fin de la zone de conduction, c'est la fin de l'arbre bronchique. Évidemment, on ne les a pas dessinés ici pour que ça soit plus clair, mais c'est la même logique. Donc, chaque branche segmentaire va donner une petite branche, et chaque petite branche va éventuellement se terminer sur une bronchiole et une bronchiole terminale. Ensuite, on rentre dans la zone d'échange. Donc, on a les alvéoles qui rappellent un peu la grappe de raisin, ce que je mentionnais tantôt, qui elle-même est connectée sur un conduit alvéolaire et une bronchiole respiratoire. Donc, à partir d'ici, là, on est vraiment dans la région des échanges. On n'est plus dans la région de conduction. Mais c'est vraiment au niveau des alvéoles qu'on fait les échanges gazeux. Donc, il y a plein de vaisseaux sanguins, de petits capillaires ici connectés sur les alvéoles pour permettre les échanges avec l'oxygène ou le CO2. Vous remarquez également, le dessin très bien fait, que les anneaux de cartilage ne sont pas présents partout. Ça prend quand même un bon diamètre. Donc, comme je disais tantôt, les anneaux de cartilage permettent de maintenir en position ouverte les gros conduits. Donc, c'est vrai pour les bronches, la trachée, même les bronches segmentaires. On va avoir ce type d'anneaux de cartilage qu'on a vu tantôt, mais bien qu'il y en ait des petits anneaux de cartilage au niveau des petites branches, à partir des bronchioles, il n'y en a plus, tout simplement parce que le diamètre est trop petit. Donc, quand on va parler bientôt de bronchoconstriction, bronchodilatation. Donc, comme on ferme les bronchioles, on les ouvre. Quand elles sont en position ouverte, évidemment, il y a plus d'air, plus d'oxygène, plus de CO2 qui va circuler. Quand elles sont en position fermée, une bronchoconstriction, donc il y a moins d'air qui va circuler, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si je n'ai pas d'anneau de cartilage, on est capable, de façon efficace, de faire cette bronchoconstriction ou une bronchodilatation. Mais si les anneaux de cartilage sont trop épais, comme la trachée ou les bronches principales, on ne peut pas fermer ces conduits-là. Ils sont toujours en position ouverte. Donc, c'est un petit détail, mais parfois, ça peut vous paraître surprenant. Évidemment, quand on parle d'une gastroentérite, d'une méningite, it veut toujours dire inflammation. Donc, une bronchite, c'est une inflammation dans les bronches. Ça peut aller jusqu'aux petites bronches. Si vous entendez une bronchiolite, c'est une inflammation des petits conduits ici, évidemment. Au niveau d'un poumon, on ne parle pas évidemment, ce n'est pas une pneumonite, ça n'existe pas. On parle d'une pneumonie, mais c'est la même chose, c'est une inflammation.
plusieurs causes qui peuvent provoquer une inflammation, mais généralement, c'est une infection du système respiratoire. Et comme vous pouvez le constater, les structures se suivent une à la suite de l'autre, donc c'est toujours la même chose. On commence par une infection au niveau de la gorge, du pharynx, donc une pharyngite. Si on élimine les bactéries, ça va bien, c'est excellent. Si les bactéries s'engagent pour X raison vers les voies inférieures, au niveau des bronches, puis là, il y a une inflammation puis une réaction inflammatoire et immunitaire qui se produit dans les bronches. On parle d'une bronchite. Si ça descend plus bas, ben, on parle d'une bronchiolite. Puis si on parle dans les poumons, ben, c'est une pneumonie. Donc, généralement, une infection à la gorge, c'est relativement bénin, mais plus qu'on va descendre, plus que la maladie devient un peu plus sérieuse. Une bronchite, ça peut être sévère, ça peut être moins sévère, mais on s'approche de la pneumonie, évidemment. Puis une bronchiolite, on est encore plus proche. Puis évidemment, la pneumonie, c'est un peu l'état le plus sévère parce que c'est un organe fermé où la réponse immunitaire, bien qu'existante, peut être un peu plus limitée et tout ça. Il peut y avoir un peu plus de complications aussi. Donc, voilà. Maintenant, terminer un petit peu ce que je vous disais à la dernière diapo. Il y a deux situations qui se produisent au niveau des bronchioles. Bronchoconstriction, bronchodilatation, j'ai expliqué tantôt. Donc, il faut juste comprendre, ça je ne l'ai pas dit, qu'il y a du tissu musculaire, des myocytes dans la paroi qui peuvent se contracter. Donc, quand la cellule musculaire, le myocyte se contracte, on ferme le diamètre. Et si le tissu musculaire, les myocytes se relâchent, on accroît le diamètre. Donc, éventuellement, on va voir dans quelle situation on va fermer ou ouvrir. Mais une chose est certaine, comme je le disais tantôt, lorsqu'on ferme, bronchoconstriction, il y a moins d'air qui va passer. Donc, généralement, c'est une situation où vous avez moins besoin d'oxygène. Par exemple, vous êtes relax, vous êtes en situation, vous lisez un livre, vous êtes sur le point de vous endormir, bon, ça va. Si vous faites un sport, vous êtes en situation de stress ou d'activité, un examen qui vous stresse, situation accrue, j'ai besoin d'oxygène, un maximum d'oxygène au cerveau, dans les tissus musculaires. Dans ce cas-ci, on va faire une bronchodilatation pour aller chercher un maximum d'oxygène. Deux maladies qui vous expliquent bien à la page 1085 de votre manuel. Fibrose kystique, maladie génétique. Donc, rapidement, c'est une maladie héréditaire. Généralement, c'est pas retenir le nom du gène, c'est le gène CFTR qui est muté. Et ce gène-là, ben, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est un gène, chez la personne en santé, c'est un gène qui est impliqué dans la production d'un canal à ions, particulièrement les ions chlore. Et la fibrose kystique, c'est très simple. La mutation fait en sorte que le canal a un défaut et le transport du chlore va être affecté. Et souvent, vous pensez que ça affecte seulement le système respiratoire, mais c'est faux. Tous les organes, le système digestif, entre autres, on peut avoir des symptômes au niveau digestif aussi qui sont visibles dans certains cas. Mais en fait, tous les organes vont avoir des problèmes de transport de chlore, particulièrement visibles comme symptômes au niveau des voies respiratoires, puis aussi dans une moindre mesure au niveau du système digestif. Et c'est assez fascinant de penser que simplement le fait de débalancer le transport de chlore va affecter le déplacement d'eau, la production de mucus. Et ce qui arrive souvent, c'est que les voies respiratoires au niveau des bronchioles, entre autres, vont se gorger de mucus assez épais. C'est un mucus qui est souvent plus épais que la normale. Puis, évidemment, ça vient obstruer les voies respiratoires ou certaines parties du système digestif. L'asthme, c'est un peu différent, évidemment. Ça peut être une maladie obstructive au même titre que la fibrose kystique. Et bien qu'il y ait des prédispositions génétiques, c'est pas une mutation aussi claire que la fibrose kystique. En fait, l'asthme, il y a beaucoup de causes. Ça peut être le froid qui déclenche une crise d'asthme, ça peut être le stress, ça peut être un effort physique prolongé. En fait, il y a plein de raisons, des allergènes, plein de choses. Maintenant, l'asthme, généralement, provoque une bronchoconstriction sévère, dépendamment du type d'asthme. Ça peut être une bronchoconstriction sévère, donc il y a moins d'air qui peut circuler. Et dans ce cas-ci, ce que ça va faire, bien évidemment, il y a moins d'air, donc c'est plus difficile, difficulté respiratoire. Puis, très souvent, ce qu'on va observer avec le temps, surtout dans les cas d'asthme chronique ou sévère, il va finir par y avoir une production de mucus importante, justement comme pour se protéger contre l'agression ou les bronchoconstrictions un peu trop sévères. On voit ça particulièrement dans des cas d'asthme allergique, exemple. Donc, si en plus de diminuer le diamètre,
et que je rajoute du mucus à ce niveau aussi, bien évidemment, il y a beaucoup moins d'espace pour faire passer l'air, d'où les difficultés respiratoires qu'on va observer dans les cas de crise que vous connaissez très bien.